La nuit est tombée sur le camp de prisonniers depuis des heures déjà. Je suis recroquevillé dans ma baraque en bois pourri, incapable de dormir. Les ronflements et les gémissements des autres prisonniers créent une symphonie macabre dans l'obscurité. Mon estomac crie famine depuis 3 jours. Les Allemands ont réduit les rations encore une fois. Punition collective pour une tentative d'évasion la semaine dernière. 2 hommes pendus en exemple devant nous tous. Je m'appelle Antoine Mercier. J'avais 17 ans quand ils m'ont capturé près de Sedan en 1940. Maintenant j'en ai 19. 2 ans dans cet enfer. 2 ans à regarder des hommes mourir de faim, de maladie, de désespoir. 2 ans à me demander si je reverrai un jour ma mère à Lyon. Cette nuit est différente. Je le sens dans mes os. Quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. Je ne peux plus rester ici. Je préfère mourir en essayant de fuir que pourrir lentement dans cette cage. Je me glisse hors de ma couchette. Le bois grince sous mon poids, mais personne ne réagit. Tout le monde est trop épuisé pour se soucier des mouvements nocturnes. Je rampe jusqu'à la porte. Le garde qui surveille notre baraque fait sa ronde toutes les 20 minutes. Je l'ai chronométré pendant des semaines. Il vient de passer. J'ai exactement 18 minutes. Je sors dans la nuit froide de mars. L'air glacé me gifle le visage, mais c'est presque agréable après l'atmosphère étouffante de la baraque. Le camp s'étend devant moi comme un labyrinthe de barbelés et de miradors. Les projecteurs balayent le terrain à intervalles réguliers. Je connais leur schéma par cœur. 7 secondes pour traverser la zone découverte jusqu'au hangar des véhicules. Je compte dans ma tête. 3, 2, 1. Je cours. Mes pieds nus sur la terre gelée ne font presque aucun bruit. 7 secondes, c'est long quand on court pour sa vie. 4, 5, 6. Je me jette derrière le hangar au moment exact où le projecteur passe. Mon cœur bat si fort que j'ai peur qu'on l'entende jusqu'au mirador. Mais personne ne crie, aucune alarme. Je respire. Le hangar des véhicules est gardé mais légèrement. Les Allemands ne s'attendent pas à ce que des prisonniers squelettiques tentent de voler leur camion. Ils ont raison. Je ne veux pas un camion. Je veux quelque chose de plus rapide, quelque chose qui ne nécessite pas de clé. Derrière le hangar se trouvent les écuries. Le commandant du camp, Hauptmann Richter, est un cavalier passionné. Il garde 3 chevaux pour son usage personnel. Des bêtes magnifiques, bien nourries, contrairement à nous. Je les ai vus pendant les corvées de nettoyage, les talons noirs surtout. Magnifiques, puissants, rapides. Je me faufile le long du mur du hangar. Il y a un garde devant l'entrée des écuries. Je le vois qui fume une cigarette, son fusil en bandoulière. Il a l'air de s'ennuyer. C'est bon signe. Un garde ennuyé est un garde moins vigilant. Je ramasse une pierre et la lance de l'autre côté de la cour. Elle claque contre un bidon métallique. Le garde sursaute, se redresse, regarde dans cette direction. Il hésite, puis il s'éloigne pour vérifier, laissant son poste. Je ne lui laisse pas le temps de réfléchir. Je cours vers l'écurie et me glisse à l'intérieur. L'odeur de foin et de cheval m'enveloppe immédiatement. C'est presque réconfortant. Ça sent la vie, pas la mort. Il y a 3 box, 2 juments baies et les talons noirs. Il s'appelle Donnerschlag. Coup de tonnerre. J'ai entendu Richter l'appeler comme ça. Le cheval hennit doucement en me voyant. Ses grands yeux noirs me fixent avec intelligence. Je m'approche lentement, les mains tendues. Calme-toi, mon beau. Je ne te veux pas de mal. Je veux juste que tu m'emmènes loin d'ici. Il renifle mes mains. Je n'ai rien à lui offrir. Pas de sucre, pas de pommes. Juste mes mains tremblantes et mon désespoir. Mais quelque chose dans mon regard doit le convaincre. Il ne recule pas. Je cherche frénétiquement une selle. Il y en a une accrochée au mur. Trop compliqué. Trop de temps. Je n'ai pas le temps. Je saisis juste une bride et la passe sur la tête de Donnerschlag. Il accepte le mort sans résistance. C'est un cheval bien dressé. J'entends des pas dehors. Le garde revient. Mon cœur s'emballe. Je n'ai plus le temps d'être prudent. J'ouvre la porte du box et grimpe sur le dos de Donnerschlag. Sans selle. Juste mes jambes maigres agrippant ses flancs puissants. Le cheval sent mon urgence. Il hennit plus fort. La porte de l'écurie s'ouvre. Le garde allemand entre, sa lampe torche balayant l'intérieur. Nos regards se croisent. Pendant une fraction de seconde, nous sommes tous les deux figés.
Lui par la surprise. Moi par la terreur. Puis il porte son sifflet à ses lèvres. Je plante mes talons dans les flancs de Donnerschlag. Le cheval explose en mouvement. Il charge droit vers la porte, droit vers le garde. L'homme essaie de s'écarter mais il est trop lent. Donnerschlag le percute de l'épaule. Le garde s'envole, s'écrase contre le mur. Son sifflet tombe et roule sur le sol. Nous sommes dehors. La nuit, le froid, la liberté à portée de main. Mais déjà les cris commencent. Des voix allemandes hurlent dans toutes les directions. Des lumières s'allument dans les baraquements des soldats. Le camp se réveille comme une fourmilière qu'on vient de donner un coup de pied. Je dirige Donnerschlag vers la porte principale. C'est de la folie pure. La porte est fermée, gardée par 4 hommes armés. Mais c'est le seul chemin assez large pour un cheval au galop. Les barbelés partout ailleurs nous déchiquetteraient. Les gardes à la porte nous voient arriver. Ils lèvent leurs fusils. Je me couche sur l'encolure de Donnerschlag, me faisant aussi petit que possible. Le cheval galope comme le vent, ses sabots martelant le sol gelé dans un tonnerre rythmique. Les premiers coups de feu éclatent. Le bruit est assourdissant. Des balles sifflent autour de nous. J'entends l'une d'elles frapper le sol juste à côté du sabot avant droit de Donnerschlag. Le cheval hennit mais ne ralentit pas. Il accélère même. La porte se rapproche. 50 mètres. 40. 30. Je peux voir les visages des gardes maintenant. Leur peur. Leur hésitation. Vont-ils tirer sur le cheval du commandant? Vont-ils risquer de blesser cette bête magnifique qui vaut probablement plus cher que 10 d'entre eux? 20 mètres. 15. Ils décident. Ils tirent. Une balle arrache un morceau de l'oreille de Donnerschlag. Le cheval hennit de douleur et de rage. Mais il ne s'arrête pas. 10 mètres. 5. Je hurle. Un cri primal qui vient du plus profond de mes entrailles. Au dernier moment possible, les gardes plongent sur les côtés. Ils ne vont pas se sacrifier pour arrêter un prisonnier fou. Donnerschlag franchit la porte dans une explosion de vitesse. Nous sommes dehors. Dehors du camp. Pour la première fois en 2 ans, je suis de l'autre côté des barbelés. Mais ce n'est que le début. Derrière nous, le camp explose en activité. Les sirènes hurlent. Des projecteurs balayent frénétiquement la campagne. Des ordres sont criés. Des moteurs rugissent. Ils vont nous poursuivre. Bien sûr qu'ils vont nous poursuivre. Un prisonnier qui s'échappe, c'est déjà grave. Mais un prisonnier qui vole le cheval du commandant, c'est une insulte personnelle que Richter ne pardonnera jamais. Je dirige Donnerschlag vers la forêt. 2 kilomètres de terrain découvert avant d'atteindre les arbres. 2 kilomètres où nous sommes une cible parfaite pour les tireurs embusqués dans les miradors. Le cheval galope à perdre haleine. Je me fais tout petit sur son dos, mes doigts agrippant sa crinière noire. D'autres coups de feu. Plus distants maintenant. Moins précis. Mais toujours dangereux. Une balle peut tuer à plusieurs centaines de mètres. J'entends l'une d'elles siffler au-dessus de ma tête. Une autre frappe le sol devant nous, soulevant une gerbe de terre. Donnerschlag ne faiblit pas. Ce cheval est un champion. Il mange la distance avec ses foulées puissantes. 1 kilomètre. 1 kilomètre et demi. Les arbres se rapprochent. Je peux distinguer leurs silhouettes sombres contre le ciel nocturne légèrement plus clair. Derrière nous, j'entends le rugissement d'un moteur. Une moto. Ils ont envoyé une moto à notre poursuite. Plus rapide qu'un camion sur ce terrain. Plus maniable. Et le pilote n'aura qu'une seule mission. Nous arrêter. 100 mètres jusqu'aux arbres. 50. Le bruit de la moto se rapproche. Je risque un regard en arrière. Je vois le phare unique qui bondit sur le terrain accidenté. Il gagne du terrain. Rapidement. Nous atteignons enfin la lisière de la forêt. Donnerschlag plonge entre les arbres sans hésiter. Les branches basses me fouettent le visage. Je dois me baisser encore plus pour éviter d'être désarçonné. Le cheval slalome entre les troncs avec une agilité incroyable. Il connaît cette forêt. Richter doit le monter ici régulièrement. La moto nous suit. J'entends son moteur hurler alors que le pilote force entre les arbres. Mais il doit ralentir. Une moto n'est pas faite pour la forêt dense. Nous gagnons de la distance. Puis j'entends autre chose. Des aboiements. Des chiens. Mon sang se glace. Les chiens de garde du camp. Ils ont lâché les bergers allemands à nos trousses. Des bêtes entraînées pour traquer et déchiqueter les fugitifs. J'en ai vu un déchirer la gorge d'un prisonnier qui essayait de franchir les barbelés. C'était horrible.
Les aboiements se rapprochent. Ils sont rapides. Plus rapides qu'un cheval en forêt. Donnerschlag les entend aussi. Ses oreilles se couchent en arrière. Il accélère encore, sautant par-dessus des troncs tombés, dérapant dans les virages serrés. Nous traversons un ruisseau. L'eau glacée éclabousse partout. J'espère que ça effacera notre odeur. Que ça ralentira les chiens. Mais je ne compte pas dessus. Ces bêtes sont trop bien entraînées. La forêt commence à s'éclaircir. Nous approchons d'une route. Je reconnais l'endroit. C'est la route départementale qui mène vers la Suisse. 200 kilomètres. 200 kilomètres impossible. Mais c'est ma seule chance. Si je peux atteindre la frontière. Si je peux traverser. Si. Nous émergeons sur la route. Le clair de lune la transforme en ruban argenté, qui s'étire à travers la campagne. Je tourne Donnerschlag vers le sud, vers la liberté. Le cheval galope sur la surface dure de la route, ses sabots claquant comme des coups de feu. Les aboiements des chiens résonnent derrière nous alors qu'ils sortent de la forêt. 3. Non. 4. Je peux voir leurs silhouettes sombres qui sprintent sur la route. Gagnant du terrain. Toujours gagnant du terrain. Donnerschlag est épuisé. Je le sens dans ses foulées qui deviennent moins régulières. Il a couru à pleine vitesse depuis 15 minutes. Même un cheval de cette qualité a ses limites. La sueur mousse sur son encolure. Sa respiration est laborieuse. Mais il continue. Pour moi. Pour lui-même. Peut-être qu'il sent aussi le goût de la liberté. Le premier chien nous rattrape. Il bondit vers les jarrets de Donnerschlag. Le cheval rue violemment, ses sabots arrière frappant le chien en pleine tête. La bête couine et s'effondre sur la route. Elle ne se relève pas. 3 chiens restent. Ils apprennent de l'erreur de leurs camarades. Ils ne s'approchent pas des sabots. Ils courent de chaque côté, essayant de nous encercler, de nous forcer à ralentir, de nous acculer. Je n'ai pas d'armes. Rien pour me défendre. Juste mes mains nues et un cheval fatigué. Les chiens se rapprochent. L'un d'eux saute, visant ma jambe. Je retire mon pied juste à temps. Ses mâchoires claquent dans le vide. Mais il essaiera encore. Devant nous, un pont de pierre enjambe une rivière. Étroit. Juste assez large pour un cheval. Une idée folle me traverse l'esprit. C'est dangereux. Peut-être mortel. Mais rester sur cette route l'est aussi. Au moment où nous atteignons le pont, je tire brusquement sur les rênes. Donnerschlag s'arrête net, dérapant sur la pierre humide. Les 3 chiens, trop rapides pour s'arrêter, nous dépassent. Ils réalisent leur erreur 1 seconde trop tard. Je talonne Donnerschlag. Il charge en avant, droit sur les chiens désormais devant nous. Les bêtes essaient de se retourner sur le pont étroit. L'une d'elles glisse, perd l'équilibre, tombe du pont dans la rivière en contrebas. Son hurlement est coupé net par le choc de l'eau froide. Les 2 autres chiens font face. Ils grognent, montrant les crocs. Mais Donnerschlag ne ralentit pas. Il charge comme un destrier de guerre. Les chiens, face à une demi-tonne de muscles et de rage au galop, font la seule chose sensée. Ils sautent du pont. Nous traversons le pont et continuons sur la route. Derrière nous, plus d'aboiements. Juste le silence de la nuit et le martèlement des sabots de Donnerschlag. Mais ce n'est pas fini, loin de là. J'entends maintenant le rugissement de plusieurs moteurs, pas juste la moto. Des camions, peut-être une Kübelwagen. Ils ont mobilisé une force entière pour nous récupérer. Richter ne laissera pas cette humiliation impunie. La route monte maintenant, serpentant à travers des collines boisées. Donnerschlag ralentit dans la montée. Il ne peut pas maintenir ce rythme indéfiniment. Je dois trouver un endroit pour nous cacher, pour lui laisser le temps de récupérer. Pour moi aussi d'ailleurs. Mon corps tremble de fatigue et d'adrénaline. Je vois une vieille ferme abandonnée sur le côté de la route. Les bâtiments sont en ruine mais il y a une grange dont le toit tient encore. Je dirige Donnerschlag vers elle. Nous quittons la route, traversons un champ envahi par les mauvaises herbes. Les phares des véhicules apparaissent au sommet de la colline derrière nous. Ils balayent la route. Je me jette à bas de Donnerschlag et le tire dans la grange. Nous nous enfonçons dans l'ombre profonde du bâtiment. Je plaque ma main sur les naseaux du cheval, le suppliant silencieusement de rester silencieux. Les véhicules passent sur la route. 3 camions et une voiture. Ils roulent vite. Trop vite pour remarquer les traces fraîches qui quittent la route. Ils continuent, pensant que nous sommes plus loin devant. Je reste figé jusqu'à ce que le bruit des moteurs s'évanouisse complètement. Puis je m'effondre contre Donnerschlag, mes jambes ne me portant plus. Le cheval baisse la tête,
sa respiration encore rapide et difficile. Je caresse son encolure trempée de sueur. « Tu es incroyable, mon beau. Incroyable. Mais nous ne pouvons pas rester ici. Quand ils ne nous trouveront pas devant, ils reviendront. Ils fouilleront chaque ferme, chaque grange, chaque bosquet. Je dois réfléchir. Réfléchir clairement malgré l'épuisement. La Suisse est encore loin. Trop loin pour y arriver avant l'aube. Et à la lumière du jour, nous serons repérés immédiatement. Un garçon en haillons de prisonnier sur un magnifique étalon noir. Impossible à manquer. Mais il y a autre chose. Une possibilité. Risquée mais peut-être notre seule option. À 20 kilomètres d'ici, il y a un village que je connais. Montvallon. Ma tante y vivait avant la guerre. Si elle est encore là, si elle accepte de nous cacher. Si, c'est mieux que rien. Je remonte sur Donnerschlag, plus doucement cette fois. Le cheval est épuisé mais quand je le guide hors de la grange, il répond. Il avance. Pas au galop cette fois. Au trot. Conservant son énergie. Nous évitons la route principale. Je nous faufile à travers champs et forêts, utilisant ma mémoire des lieux d'avant la guerre. La lune nous guide. Froide. Indifférente. Mais au moins, elle nous permet de voir où nous allons. Les heures passent. Lentes. Douloureuses. Chaque minute pourrait être la dernière. Chaque bruit me fait sursauter. Chaque ombre pourrait cacher un soldat allemand. Mais nous continuons. L'aube commence à pointer quand nous atteignons enfin les abords de Montvallon. Le village dort encore. Quelques cheminées commencent à fumer alors que les gens allument leur feu pour le petit déjeuner. Un coq chante quelque part. La maison de ma tante est à la sortie du village. Une petite ferme en pierre avec un jardin et un poulailler. Je prie pour qu'elle soit encore là. Je prie pour qu'elle me reconnaisse après 2 ans. Je prie pour qu'elle soit assez courageuse pour nous cacher malgré le danger. Je descends de Donnerschlag et le conduis doucement jusqu'à la porte. Mes mains tremblent alors que je frappe. 3 petits coups. Comme quand j'étais enfant et que je venais lui rendre visite. Silence. Puis des pas à l'intérieur. La porte s'entr'ouvre. Un œil méfiant me regarde à travers l'ouverture. Tante Marie. C'est moi. Antoine. La porte s'ouvre brusquement. Ma tante se tient là, vieillie de 10 ans en 2 ans de guerre. Ses cheveux sont complètement blancs maintenant. Son visage est creusé de rides. Mais ses yeux me reconnaissent immédiatement. Antoine. Mon Dieu. Antoine. Elle me tire à l'intérieur, puis elle voit Donnerschlag. Ses yeux s'écarquillent. C'est le cheval du commandant allemand. Tout le monde le connaît. Ils ont envoyé des patrouilles partout cette nuit. Ils cherchent un prisonnier évadé qui a volé ce cheval. Je sais. C'est moi. S'il te plaît, tante Marie. Je n'ai nulle part où aller. Elle me regarde longuement. Je peux voir le conflit dans ses yeux. La peur. Le devoir familial. L'amour pour son neveu contre la terreur des représailles allemandes. Si elle est découverte en train de me cacher, elle sera fusillée. Peut-être tout le village avec elle. Puis elle serre la mâchoire. Une décision prise. Mets le cheval dans la grange, rapidement, avant que quelqu'un ne le voie. Et toi rentre. Tu vas te laver, te changer, manger. Tu ressembles à un cadavre ambulant. Je conduis Donnerschlag dans la petite grange derrière la maison. Je lui donne de l'eau fraîche d'un seau. Je trouve du foin. Pas beaucoup, mais un peu. Le cheval boit avidement puis commence à manger. Il est en sécurité. Pour l'instant. Je retourne dans la maison. Ma tante a déjà préparé une bassine d'eau chaude. Elle me tend des vêtements d'homme. Ceux de son mari mort, je suppose. Je me lave rapidement, effaçant la saleté du camp, la sueur de la course. C'est la première fois en 2 ans que je me sens propre. Les vêtements sont trop grands mais ils sont chauds, propres, sans poux. C'est un luxe inimaginable. Ma tante pose devant moi une assiette. Du pain, du fromage, des œufs, une vraie nourriture. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à tenir la fourchette. Mange lentement. Tu vas te rendre malade si tu vas trop vite. J'essaie. Mais c'est difficile. Mon estomac rétrécit, hurle pour plus. Chaque bouchée est du paradis. Je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis une éternité. Pendant que je mange, ma tante parle. Elle me raconte ce qui s'est passé pendant mon absence. Les nouvelles de la guerre. Les résistants locaux. Les représailles allemandes. C'est un monde sombre qu'elle me décrit.
Mais il y a de l'espoir aussi. Les alliés gagnent du terrain, lentement mais sûrement. Puis elle devient silencieuse. Elle me regarde avec ses yeux qui ont vu trop de douleur. Tu ne peux pas rester ici, Antoine. Ils vont fouiller toutes les maisons. Et quand ils trouveront ce cheval, je serai fusillé. Toi aussi. Peut-être tout le village. Je sais. Mais j'ai besoin de quelques heures, juste pour que Donnerschlag se repose. Ensuite je partirai, je promets. Elle hoche la tête, puis elle se lève et va chercher quelque chose dans une armoire. Elle revient avec une carte et de l'argent. Quelques billets froissés. Il y a un passeur, un homme qui fait traverser la frontière suisse. Il demande cher, mais avec ça tu devrais avoir assez. Son nom est Dubois. Il opère depuis une ferme près de Belle-Rive. Si tu peux y arriver, il pourra peut-être te faire passer. C'est trop, tante Marie. Je ne peux pas prendre ton argent. Si tu peux. Tu es la seule famille qui me reste, Antoine, ta mère. Elle est morte. Bombardement l'année dernière. Je suis désolé. Le monde s'effondre autour de moi. Maman. Morte. J'ai couru pour elle. Je me suis échappé pour la revoir. Et elle est partie. Les larmes coulent sur mes joues. Des larmes que je n'ai pas versées pendant 2 ans de captivité. Elles sortent maintenant. Incontrôlables. Ma tante me serre dans ses bras. Nous pleurons ensemble. Pour ma mère. Pour tous ceux que cette guerre nous a pris. Pour l'innocence perdue. Mais le temps ne s'arrête pas pour notre chagrin. Dehors j'entends des moteurs, des voix allemandes. Ils fouillent le village, maison par maison. Tu dois partir. Maintenant. Prends le cheval et va. Ne t'arrête pas. Je me lève. Mes jambes tremblent, mais elles me portent. Je serre ma tante une dernière fois. Puis je cours vers la grange. Donnerschlag a eu 3 heures de repos. Ce n'est pas assez, mais ça devra faire. Je le sors par la porte arrière de la grange. Nous traversons le jardin et plongeons dans un bosquet juste au moment où des soldats allemands frappent à la porte d'entrée de ma tante. Je monte sur Donnerschlag, et nous nous enfonçons plus profondément dans les bois. Derrière nous, j'entends ma tante qui parle aux soldats. Sa voix est calme, convaincante. Elle joue la vieille femme confuse qui n'a rien vu. J'espère qu'il la croit. J'espère qu'elle survivra à cette journée. Nous galopons à nouveau. Direction Belle-Rive. Direction ce passeur qui pourrait être mon salut ou un piège. Direction la Suisse. Direction la liberté. Peut-être. Le voyage est un cauchemar. Nous évitons les routes. Nous traversons des rivières glacées. Nous nous cachons quand nous entendons des véhicules. Donnerschlag est au-delà de l'épuisement maintenant. Mais il continue. Ce cheval magnifique refuse d'abandonner. Le soir tombe quand nous atteignons enfin Belle-Rive. La ferme de Dubois est isolée. C'est bon signe. Moins de témoins. Je m'approche prudemment. Des chiens aboient. La porte s'ouvre. Un homme sort. Grand, barbu, méfiant. Je cherche Monsieur Dubois. Qui le cherche? Ma tante Marie de Montvallon m'a envoyé. J'ai besoin de traverser la frontière. L'homme me regarde longuement. Puis il voit Donnerschlag. Ses yeux s'écarquillent. C'est le cheval du commandant. Tu es complètement fou. Je suis désespéré. Il y a une différence. Il réfléchit. Puis il fait un geste. Entre. Rapidement. Avant que quelqu'un te voie. Dans sa cuisine, nous négocions. Il veut tout l'argent que ma tante m'a donné. Plus le cheval. Donnerschlag vaut une fortune. Il pourra le vendre en Suisse pour 10 fois ce que je pourrais payer. Je regarde le cheval par la fenêtre. Cette créature magnifique qui m'a sauvé la vie. Qui a couru jusqu'à l'épuisement pour moi. L'abandonner semble être une trahison. Mais c'est ma seule option. Je hoche la tête. Très bien. Nous partons à minuit. C'est le meilleur moment pour traverser. La relève de la garde. Ils sont moins vigilants. Les heures qui suivent sont les plus longues de ma vie. Je reste caché dans la grange avec Donnerschlag. Je caresse son encolure. Je lui murmure des remerciements. Des adieux. Il me regarde avec ses grands yeux intelligents. Je jure que je vois de la compréhension dedans. Minuit arrive. Dubois me conduit à travers champs jusqu'à une section de barbelés qu'il a préparée. Il y a un passage secret. Étroit mais praticable. De l'autre côté c'est la Suisse. La liberté. La sécurité. Vas-y maintenant. Vite. Je me glisse à travers. Les barbelés accrochent mes vêtements mais je passe. Je suis de l'autre côté. En Suisse. Libre. Je me retourne une dernière fois.
Je vois la silhouette de Donnerschlag avec Dubois à côté. Le cheval hennit. Un dernier adieu. Puis je cours. Je cours dans la nuit suisse. Vers un avenir incertain. Mais un avenir libre. Loin des camps. Loin de la guerre. Loin de tout. Ma mère est morte. Ma vie d'avant est morte. Mais je suis vivant. Et tant que je respire, j'ai de l'espoir. L'espoir de voir la fin de cette guerre. L'espoir de reconstruire. L'espoir de ne jamais oublier ceux qui m'ont aidé. Ma tante. Dubois. Et Donnerschlag. Le magnifique étalon noir qui a porté un prisonnier vers la liberté. Je continue de courir jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Jusqu'à ce que je m'effondre dans un champ suisse. Libre. Enfin libre. Et là, dans l'herbe humide de rosée, sous le ciel étoilé d'un pays en paix, je pleure. Je pleure pour ma mère, que je ne reverrai jamais. Je pleure pour les 2 années perdues derrière les barbelés. Je pleure pour tous ceux qui sont restés dans ce camp maudit. Je pleure pour Donnerschlag, qui m'a porté jusqu'ici, et que je ne reverrai probablement jamais. Mais ce sont aussi des larmes de soulagement, de joie, de libération. Je suis libre. Ce mot résonne dans ma tête comme une cloche. Libre. 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 Je reste allongé là pendant des heures, incapable de bouger, regardant les étoiles tourner lentement au-dessus de moi. Des étoiles qui brillent au-dessus d'un pays qui ne connaît pas la guerre, qui ne connaît pas les camps de prisonniers, les exécutions sommaires, la faim constante, la peur paralysante. Quand l'aube se lève, rose et dorée à l'horizon, je me relève enfin. Mon corps est meurtri, épuisé jusqu'aux os. Mais mon esprit est plus léger qu'il ne l'a été depuis des années. Je regarde autour de moi. Des collines vertes s'étendent dans toutes les directions. Paisibles, tranquilles, belles. Je commence à marcher. Je ne sais pas exactement où je vais, juste loin de la frontière. Plus profondément en Suisse, vers la sécurité. Mes jambes tremblent à chaque pas mais je continue. Un pied devant l'autre, encore et encore. Après 1 heure de marche, je vois un village niché dans une vallée. Des maisons propres avec des toits rouges. Une église au clocher blanc. De la fumée qui monte paresseusement des cheminées. Ça ressemble à quelque chose sorti d'un livre de contes. Irréel après l'enfer que j'ai vécu. Je descends vers le village, mes vêtements déchirés et sales contrastant violemment avec la propreté ordonnée des lieux. Les premiers villageois que je croise me regardent avec curiosité et inquiétude. Je dois avoir l'air d'un fou ou d'un vagabond. Un vieil homme s'approche de moi. Il parle en allemand suisse, un dialecte que j'ai du mal à comprendre avec mon allemand scolaire limité. Mais je saisis l'essentiel. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Avez-vous besoin d'aide? Je réponds en français. Les mots sortent en cascade. Prisonnier. Évadé. France. Besoin d'aide. Le vieil homme fronce les sourcils, essayant de comprendre. Puis ses yeux s'illuminent de compréhension. Il me prend par le bras et me conduit à travers le village jusqu'à un petit bâtiment portant une croix rouge. Un poste de la Croix-Rouge. Il frappe à la porte, et une femme d'âge moyen ouvre. Le vieil homme lui parle rapidement en dialecte suisse. La femme me regarde, et je vois immédiatement la compassion dans ses yeux. Elle me fait entrer. L'intérieur est chaud, propre, sûr. Elle me fait asseoir et m'apporte de l'eau, du pain, du fromage. Elle me parle en français, lentement, doucement. Elle a l'habitude des réfugiés. J'apprends que des centaines, peut-être des milliers de personnes ont fui vers la Suisse depuis le début de la guerre. Prisonniers évadés. Juifs, fuyant les persécutions. Résistants recherchés. Tous, cherchant refuge dans ce pays neutre. Elle prend mes informations. Nom, âge, d'où je viens. Comment je suis arrivé ici. J'hésite quand elle me demande comment j'ai traversé la frontière. Je ne veux pas causer de problèmes à Dubois. Mais je dois dire quelque chose. Je mentionne juste que quelqu'un m'a aidé, sans donner de détails. Elle hoche la tête. Elle a entendu ça 100 fois. Elle ne pousse pas pour plus de détails. Elle me dit que je vais être placé dans un camp d'internement pour réfugiés. Ce n'est pas une prison, elle insiste. C'est un endroit sûr où je pourrai rester jusqu'à la fin de la guerre. Je serai nourri, logé, soigné, en sécurité. Un camp. Le mot me fait frissonner.
Mais elle a raison. Ce n'est pas la même chose. C'est un refuge, pas une prison. Je dois m'en souvenir. Dans les jours qui suivent, je suis transféré à un camp d'internement près de Berne. C'est étrange. Surréaliste. Les baraquements ressemblent superficiellement à ceux du camp de prisonniers. Mais tout est différent. Il y a assez de nourriture. Des lits propres avec de vraies couvertures. Des soins médicaux. Pas de barbelés électrifiés. Pas de garde avec des chiens. Pas de terreur constante. Je rencontre d'autres évadés. Français, Belges, Polonais. Même quelques Anglais. Chacun avec son histoire d'évasion. Certains ont marché pendant des semaines à travers les montagnes. D'autres ont soudoyé des gardes. Un pilote britannique a sauté d'un train en marche et roulé dans un fossé avant de courir jusqu'à la frontière. Mais aucun n'a volé le cheval du commandant de son camp. Quand je raconte mon histoire, ils me regardent avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Certains rient. C'est tellement fou que ça en devient presque drôle. Presque. Les semaines deviennent des mois. L'hiver arrive, puis le printemps. Les nouvelles de la guerre nous parviennent par bribes. Les Alliés avancent. L'Allemagne recule. La fin approche. Nous pouvons le sentir. Et puis, un jour de mai 1945, la nouvelle arrive. L'Allemagne a capitulé. La guerre en Europe est finie. Le camp explose en célébration. Des hommes pleurent de joie, d'autres dansent. Certains restent simplement assis, sous le choc, incapables de croire que c'est vraiment terminé. Je fais partie de ces derniers. Je m'assieds sur mon lit et je réalise que je peux rentrer chez moi, que je suis libre. Vraiment libre cette fois. Plus de frontières à franchir en cachette. Plus de soldats à éviter. Je peux simplement marcher jusqu'à la gare et prendre un train pour la France. Mais rentrer où exactement? Ma mère est morte. Notre maison à Lyon a peut-être été détruite par les bombardements. Je n'ai plus de famille à part ma tante Marie. Si elle a survécu. Si les Allemands ne l'ont pas punie pour m'avoir aidé. Ces pensées me hantent pendant les semaines suivantes alors que nous attendons d'être rapatriés. Enfin, mon nom est appelé. Je monte dans un train bondé de rapatriés français. Le voyage est long, lent. Les voies ferrées ont été endommagées par la guerre. Nous devons souvent nous arrêter et faire des détours. Mais finalement nous traversons la frontière française. Je vois le drapeau tricolore flotter au-dessus d'un poste frontière et quelque chose se brise en moi. Je suis chez moi. Après 5 ans, je suis enfin chez moi. Le train me dépose à Lyon. La ville est marquée par la guerre. Des bâtiments effondrés, des ponts détruits, des visages émaciés. Mais il y a aussi de la joie, des drapeaux partout, des gens qui rient, qui chantent, qui dansent dans les rues. Je me rends à notre ancienne adresse. Le bâtiment est toujours debout, miraculeusement intact. Mais quand je frappe à la porte de notre appartement, c'est une famille de étrangers qui ouvre. Ils me regardent avec méfiance. « Qui es-tu? Que veux-tu » J'explique. Je vivais ici avant la guerre, avec ma mère. Elle est morte pendant un bombardement. Je cherche juste. Je ne sais même pas ce que je cherche. Des réponses peut-être. Une connexion avec mon passé. La femme, une dame d'âge moyen au visage fatigué, s'adoucit. Elle me fait entrer. Elle me raconte qu'ils ont emménagé ici il y a 2 ans. L'appartement était vide, abandonné. Ils ont pris ce qu'ils ont pu pour survivre. C'était la guerre. Tout le monde faisait ce qu'il fallait pour survivre. Mais elle a gardé une boîte. Une boîte de souvenirs qu'elle a trouvée dans le placard. Des photos, des lettres, des petits objets. Elle n'a pas eu le cœur de les jeter. Au cas où quelqu'un reviendrait un jour. Elle me tend la boîte. Mes mains tremblent quand je l'ouvre. Et là, je vois le visage de ma mère. Jeune, souriante, pleine de vie. Une photo prise avant la guerre. Avant que tout parte en enfer. Je vois d'autres photos. Moi enfant. Mon père mort quand j'avais 6 ans. Notre famille heureuse qui n'existe plus. Il y a aussi des lettres. Des lettres que ma mère a écrites mais jamais envoyées. Adressées à moi, au camp de prisonniers. Elle a écrit pendant 2 ans, me racontant sa vie, ses espoirs, ses peurs. Mais les lettres n'ont jamais été postées. Peut-être par peur qu'elles ne m'atteignent jamais. Peut-être par peur que les Allemands les interceptent. Je lis chaque lettre. Les larmes coulent sur mes joues, mais je ne les essuie pas. Je veux sentir cette douleur. Cette connexion avec ma mère. C'est tout ce qui me reste d'elle. Dans la dernière lettre, datée d'1 semaine avant sa mort,
Elle écrit qu'elle sait que je vais revenir, qu'elle le sent dans son cœur, que je suis fort, courageux, que je vais survivre à cette guerre et rentrer à la maison. Elle avait raison, j'ai survécu. Mais elle n'était pas là pour me voir revenir. Je reste assis là pendant des heures, lisant et relisant les lettres, regardant les photos. La famille me laisse tranquille, respectant mon chagrin. Finalement, quand le soleil commence à se coucher, je me lève. Je remercie la femme pour avoir gardé ses souvenirs. Elle hoche la tête, les yeux humides. Je quitte Lyon le lendemain. Direction Montvalon. Pour voir si ma tante Marie a survécu. Le voyage prend toute la journée. Les trains sont bondés de soldats démobilisés, de prisonniers rapatriés, de familles déplacées cherchant à rentrer chez elles. Quand j'arrive à Montvalon en fin d'après-midi, le village semble inchangé. Comme si la guerre était passée à côté, mais je sais que c'est une illusion. La guerre a touché tout le monde. Je marche jusqu'à la ferme de ma tante, mon cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Et si elle était morte? Et si les Allemands l'avaient exécutée après m'avoir aidé? Je ne pourrais pas supporter d'avoir une autre mort sur la conscience. Mais quand j'arrive à la ferme, je vois de la fumée sortir de la cheminée. La porte s'ouvre et ma tante sort, portant un seau pour nourrir les poules. Elle me voit. Le seau tombe de ses mains. Les œufs se brisent sur le sol. Mais elle s'en fiche. Elle court vers moi. Je cours vers elle. Nous nous rencontrons au milieu du chemin et nous nous serrons dans les bras l'un de l'autre. Elle pleure. Je pleure. Nous sommes vivants. Contre toute attente, nous avons survécu. Cette nuit-là, autour de sa table de cuisine, je lui raconte tout. La fuite. Dubois. La Suisse. Le camp d'internement. Le retour. Elle écoute en silence, ses yeux brillants de larmes. Puis c'est son tour. Elle me raconte comment les Allemands sont venus ce matin-là, comment ils ont fouillé la maison, comment elle a joué la vieille femme innocente, comment ils l'ont cru, par miracle. Elle me raconte aussi quelque chose d'autre. Quelques mois après mon évasion, un homme est venu au village. Dubois. Il lui a apporté de l'argent. Beaucoup d'argent. Il a dit que c'était ma part de la vente de Donnerschlag, qu'il avait vendu le cheval à un riche homme d'affaires suisse pour une fortune, qu'il voulait partager équitablement. Elle va chercher l'argent et me le tend. C'est plus que je n'ai jamais vu de ma vie. De quoi recommencer. De quoi construire un avenir. Mais je refuse de tout prendre. Je lui en laisse la moitié. Elle a pris autant de risques que moi. Elle mérite cette sécurité. Nous parlons toute la nuit. Des plans. De l'avenir. De ce que nous allons faire maintenant que la guerre est finie. Ma tante suggère que je reste ici. Que je l'aide avec la ferme. Que je reconstruise ma vie dans ce village paisible. Et c'est ce que je fais. Je reste à Montvalon. J'aide ma tante avec la ferme. Lentement, jour après jour, je commence à guérir. Les cauchemars diminuent. Les sursauts au moindre bruit fort s'espacent. Je réapprends à vivre sans peur constante. 1 an plus tard, je rencontre une fille du village. Elle s'appelle Sophie. Elle est douce, patiente avec mes silences et mes moments sombres. Elle ne me presse jamais de parler de la guerre. Mais quand je suis prêt, elle écoute. Nous nous marions au printemps 1947. C'est un petit mariage simple dans l'église du village. Ma tante pleure de joie. Je pense à ma mère qui aurait adoré Sophie, qui aurait été si heureuse de me voir trouver le bonheur après tant de ténèbres. Les années passent. Sophie et moi avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Je leur raconte des histoires de leur grand-mère qu'ils n'ont jamais connues, de la guerre. Et oui, je leur raconte l'histoire de Donnerschlag, le magnifique étalon noir qui a porté leur père vers la liberté. Ils aiment particulièrement cette histoire. Ils me demandent de la raconter encore et encore. Qu'est-il arrivé au cheval papa? Est-ce qu'il a été heureux en Suisse? Est-ce qu'il a eu une bonne vie? Je leur dis ce que je veux croire. Que oui, Donnerschlag a eu une bonne vie. Qu'il a été aimé et bien traité par son nouveau propriétaire. Qu'il a couru librement dans les prés suisses jusqu'à un âge avancé. Qu'il est mort paisiblement entouré de soins et d'affection. Je ne sais pas si c'est vrai. Je n'ai jamais eu de nouvelles du cheval après l'avoir laissé avec Dubois. Mais j'ai besoin de croire que le destin a été bon avec cette créature magnifique qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis un vieil homme. Mes cheveux sont blancs. Mon dos est courbé. Mais je suis en paix. J'ai vécu une longue vie. Une bonne vie. J'ai une famille qui m'aime.
un toit sur la tête, de la nourriture sur la table, des petits enfants qui courent dans le jardin. Parfois, la nuit, je rêve encore que je galope sur Donnerschlag, le vent dans mes cheveux, le martèlement puissant des sabots sous moi, la liberté juste devant. Ces rêves ne sont plus des cauchemars. Ce sont des souvenirs précieux. Un rappel de la nuit où un garçon désespéré et un cheval magnifique ont défié l'impossible. Et quand je me réveille de ces rêves, je souris. Parce que je sais que peu importe ce qui arrive, personne ne pourra jamais m'enlever cette nuit. Cette course folle vers la liberté. Ce moment où j'ai refusé d'être une victime et suis devenu un survivant. Je suis Antoine Mercier. J'ai été prisonnier de guerre. J'ai volé le cheval d'un commandant allemand. J'ai fui à travers la France occupée. J'ai traversé vers la liberté. J'ai survécu. Et c'est mon histoire. Une histoire que je laisse derrière moi pour mes enfants, mes petits-enfants, et tous ceux qui viendront après. Pour qu'ils se souviennent. Pour qu'ils sachent. Pour qu'ils n'oublient jamais le prix de la liberté. Et pour qu'ils sachent qu'avec du courage, de la détermination, et parfois un peu de folie, même l'impossible peut devenir possible. Même un prisonnier squelettique peut voler le cheval d'un commandant et galoper vers la liberté. Même dans les ténèbres les plus profondes, l'espoir peut survivre. Même quand tout semble perdu, il y a toujours une chance. Toujours. Il suffit d'être assez courageux pour la saisir.